C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle masterclass et ravi surtout d'accueillir Arnaud Coulon, surnommé le plus data DRH, qui est consultant expert et surtout l'auteur du grand livre blanc de la data RH qui va sortir, attention, le 16 avril prochain. Je compte sur vous pour le noter dans vos agendas. On vous mettra le lien tout à l'heure pour que vous puissiez vous mettre sur la liste d'attente pour le récupérer. Donc ce matin, on va parler du DRH, mais sous un angle un petit peu particulier, puisque le DRH, il a une posture assez intéressante, puisqu'il a une posture double. D'un côté, c'est un allié indéniable du Chief Data Officer. J'ai répété toute la matinée pour réussir à dire allié indéniable. Du premier coup, je suis hyper contente, j'ai réussi. Pourquoi c'est un allié indéniable? Parce qu'il tient entre ses mains des leviers que beaucoup de directions data rêvent d'activer. Vous allez voir, ça va, je suis sûre raisonner pour vous. Les canaux de formation, les canaux d'acculturation. Attention, la capacité à officialiser des rôles, si vous voyez ce que je veux dire. L'influence directe sur les entretiens annuels, les référentiels de compétences, la culture interne, tout ça c'est le DRH. Et de l'autre, eh bien, il est lui-même en pleine transformation. Sa propre direction doit essayer de devenir data-driven. Et évidemment, ce n'est pas toujours très simple pour mille et une raisons qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on peut réussir à faire dialoguer ces deux enjeux et réussir à notre Chief Data Officer comme notre DRH d'ailleurs de tirer leur épingle du jeu? Eh bien, c'est ce qu'on va creuser aujourd'hui avec Arnaud pendant 7 heures. Surtout, je vous rappelle que si vous avez la moindre question, vous avez le canal de conversation. Donc, vous n'hésitez pas à nous mettre un petit message, une petite question et on les traitera au fil de l'eau de notre échange. On y va, Arnaud? C'est parti. Allez, c'est parti. Pour commencer, il paraît que tu es RH avant tout. C'est en tout cas comme ça que tu te définis. Comment est-ce qu'on devient alors le plus data des RH? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Eh bien, ouais, je suis RH avant tout parce que j'ai une formation de RH. Mes premiers jobs étaient en tant que RH généraliste dans les entreprises. J'ai fait BNP Paribas, j'ai fait BBDO. Mais j'étais quand même un petit peu geek. J'ai fait le constat que ce que j'aimais dans mon quotidien, c'était automatiser mes activités quand elles étaient un petit peu simples et un petit peu répétitives. Et donc, en fait, en faisant ce constat, et en faisant aussi le constat que c'était pas mon métier, donc j'avais pas vraiment le temps de le faire, en tout cas le temps qui m'était accordé, j'ai décidé de me reconvertir dans la transformation digitale RH, et donc d'en faire mon métier, et ce, par le conseil. Donc, je suis resté 7 ans, je suis resté 7 ans, moi aussi, il faut que je fasse un peu d'orthophonie. 7 ans donc, dans des grands cabinets de conseil, comme Sopra Steria Next, comme Capgemini. Et là, donc, j'ai appris le métier de la transformation digitale, des grands projets informatiques qui sont associés au SIRH. Et je me suis spécialisé en data et en intelligence artificielle. J'ai notamment fait une formation à Centrale Supélec pour compléter et entériner mes connaissances. Et puis ensuite, j'ai construit les offres et les collectifs autour de ces sujets pour les cabinets dans lesquels j'ai travaillé. Euh, et, euh, et par ailleurs, je fais beaucoup de publications, je fais beaucoup d'interventions. Et d'ailleurs, on avait échangé il y a quelques années, Florence, sur la data Déjà. littératie, déjà sur le sujet. Et je me suis maintenant donc lancé en tant que consultant indépendant en septembre pour aider les RH à mieux gérer et valoriser leurs données. T'es prof aussi, je crois, non? Je suis aussi prof, effectivement, j'ai tellement de casquettes. J'enseigne effectivement à Sciences Po, où je suis responsable d'un certificat qui s'appelle Analytique, IA et Performance. Et je suis responsable de ce certificat. J'enseigne aussi dans différentes écoles, comme à Paris Sud, comme à Paris Est. Voilà, j'aime beaucoup aussi le partage auprès d'étudiants qui soient en formation continue ou en formation initiale. Voilà, tu es en train de préparer les nouvelles générations de RH qui vont débarquer, qui auront grâce à toi, une bonne pellicule de Ils seront, data dans le ils seront mindset. super costauds. Ouais. Super. Et puis, tu as une grande actu du moment, comme je le disais dans l'introduction, c'est le grand livre blanc de la data RH. D'où est venue cette idée? Mais cette idée, elle vient d'un échange avec un ami, du fait que, en fait, aujourd'hui, il n'existe pas de lieu, il n'existe pas d'ouvrage, il n'existe rien où les professionnels de la data RH peuvent se rencontrer, partager leurs bonnes pratiques et en fait progresser de façon collective. Et donc, ce grand livre blanc, c'est déjà une première pierre que je propose de poser sur ce sujet, qui est le livre blanc qui sera assez costaud, hein, qui est très ambitieux dans son exercice et qui a pour objectif de partager quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes idées et inspirer tous les professionnels de la data RH et aussi les DRH dans leurs Et de usages la de leurs data. données, et de la data dans leur professionnalisation de leurs données. Très bien. Et c'est hyper intéressant de voir aussi comment est-ce que tu l'as construit concrètement, ton livre blanc. Tu t'es basé sur quoi?
Mais j'ai trois grandes études qui sont assez originales, chacune d'entre elles. Déjà, j'ai fait un gros questionnaire de maturité Data RH, et quand je dis gros, j'ai 47 questions. Et donc, tous ceux qui ont répondu, et il y en a quelques-uns qui sont présents, je les remercie, parce que c'est vraiment un questionnaire qui était vraiment costaud et avec lequel je tire énormément de choses. Deuxième chose, j'ai analysé des offres d'emploi. Et donc, au début, j'ai commencé par scraper LinkedIn, mais ça, faut pas le dire, c'est interdit. Donc, scraper LinkedIn. Et en fait, bon, avec les limitations qu'ils font, c'est un peu limité. Et donc, ensuite, j'ai contacté Hello Work, qui est partenaire donc, du Livre Blanc. Et Hello Work, ils m'ont envoyé 400 000 offres d'emploi RH, du métier RH. Après nettoyage, il m'en reste 160 000. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une analyse sémantique du descriptif des offres d'emploi pour aller chercher les mots-clés relatifs à la data et à la data RH pour ensuite classifier est-ce que la data est importante dans la fonction RH. Et j'ai des métriques comme 84% des offres d'emploi RH parlent de data. Et donc ça montre bien que Dingue. c'est important. Ouais. 73% parlent de Excel. Ça nous montre aussi, voilà. Donc, deuxième Ça, composante, et c'est la le private troisième. joke, ça, hein. Ça, il y a que les gens Ouais, autour de la table là, qui peuvent, qui peuvent rigoler à cette blague. oui, bah ouais, mais ça montre la réalité du métier, quoi, en Bien fait, sûr. hein. C'est très concret. Donc ça, c'était la Et première partie de ton analyse. la première partie, c'était le questionnaire. La deuxième, Ouais. c'était l'analyse sémantique des offres d'emploi. Et la troisième, j'ai 11 témoignages d'entreprises comme L'Oréal, comme MBDA, comme Caisse d'épargne, comme la Caisse nationale d'assurance vieillesse, France Travail, qui chacun ont des pratiques innovantes sur des sujets assez pointus et viennent partager leurs innovations, partager leurs pratiques avec ce regard très tourné RH, mais aussi parfois très tourné IT, notamment quand on parle d'architecture, de data, etc. Il y a vraiment les deux facettes. Super. Tout à Alors, fait. on va en profiter, voilà, on va essayer de piocher des petites choses qui vont nous intéresser particulièrement pendant cette heure. Qu'est-ce que cette étude t'a appris sur l'état réel de la maturité data RH? Il y a un chiffre dans ton livre blanc qui m'a interpellée. 74% des DRH font de la data une priorité. C'est pas mal, hein? Mais seulement 50% ont une vision claire de la stratégie associée. Comment tu l'interprètes, comment tu les interprètes, ces deux chiffres? En fait, ces deux chiffres interprétés ensemble, ça veut dire que, il y a une prise de conscience que la data, c'est important. Peut-être accéléré avec l'IA, on en reparlera. Mais en tout cas, les DRH ont compris que c'était un sujet sur lequel il fallait travailler. Ensuite, ils ont juste aucune idée de comment démarrer. Parce que la data, pour les DRH, ça reste un sujet un petit peu abstrait. On a peu de DRH qui ont des profils techniques, hein. Ils sont souvent issus de gestion. Et puis, moi, quand j'enseigne par exemple à l'IUT de Sceaux, la moitié des étudiants me disent j'ai fait de la RH parce que je suis pas bon dans les chiffres, hein. Donc, c'est aussi Mais ce qui non. rentre dans les. Eh si, eh si. Ah Et ouais, d'accord. c'est ouais, à côté de ceux Ok. qui vont en finance, etc. Donc, ça montre aussi un petit peu la culture de la fonction RH en termes de quantification, en termes de manipulation de données. Et donc, une prise de conscience que c'est essentiel, notamment parce que tout le monde autour d'eux, toutes les autres fonctions, le marketing, la finance, ont déjà bien engagé leur transformation, mais eux, parce que culturellement, ils ont l'habitude. Et un besoin de savoir comment se lancer finalement, alors qu'il y a tellement de sujets à évoquer quand on parle de data. On peut parler d'architecture, on peut parler de gouvernance, on peut parler de culture, de stratégie, etc. Et donc, comment on arrive à Par où définir, comment on on arrive à prend avancer? le sujet? Par où on prend le sujet, exactement. Et, Ça veut dire que c'est aussi une histoire de compétences, justement, pour les DRH aujourd'hui? ouais, c'est fondamentalement une histoire de compétences parce que le fait de pas avoir en tête tous les sujets qui peuvent être liés à la data, le fait de ne pas être capable de poser une organisation, de poser des chantiers data, c'est essentiellement un besoin de mieux détailler, de mieux comprendre en fait ce que Mm. sont les sujets data. Et là, les CDO, ils ont un rôle essentiel à jouer dans ce sujet. Ouais. Comme tu dis, il y a une sorte, il y a un manque de compétences techniques, mais il y a peut-être aussi un manque c'est pas tout à fait le mindset analytique adapté forcément à ce type de problématique, c'est ça? Et le mindset analytique, ça va même plus loin. Moi, la préconisation que je fais au DRH pour faire de la data, c'est d'aller chercher les petites itérations. Et c'est-à-dire, vous faites une feuille de route data RH, enfin, vous faites une feuille de route RH, intégrez la data dans la feuille de route. Vous êtes en train de reposer l'organisation de la fonction RH, intégrez un volet gouvernance. Parce que les RH, en fait, sont fonction support, ça tout le monde l'a compris. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont finalement assez peu de moyens qui sont dédiés Ouais. pour leur gestion, et encore moins pour la data. Parce que la data, souvent, c'est raccroché à une initiative SIRH un peu silotée, etc.
Et donc, en fait, tout le sujet pour les RH, c'est d'être capable d'aller enclencher des actions, des postures qui sont un petit peu professionnelles, data, professionnelles data, j'entends, donc développer la gouvernance, aller entériner une architecture parce qu'il y avait un besoin spécifique, etc., sur les bons moments, quand c'est visible, quand il y a ce besoin. Ouais, tout à fait. Et ça demande d'être hyper smart, hyper visionnaire sur, OK, là, je suis en train de poser mon SIRH. Est-ce que je ferais pas une petite brique Data Hub à côté pour pouvoir commencer à centraliser mes données, à des visées décisionnelles, à des visées de cas d'usage, etc. Mais quelle maturité il faut déjà avoir, hein, c'est vrai, Ah pour oui, avoir ce type de réflexion. voilà. Ouais, très bien. Voilà. Dis-moi, dans ton livre blanc, justement, on va parler d'un sujet qu'apprécie particulièrement la population qui nous suit aujourd'hui et avec laquelle je parle souvent de ces sujets-là, c'est les sujets d'architecture. Alors toi, justement dans le livre blanc, tu décris un petit peu deux trajectoires d'architecture très différentes. D'un côté, il y a les entreprises qui ont une plateforme data RH autonome sous gouvernance DRH, par exemple L'Oréal avec Snowflake et GCP. Et puis de l'autre, il y en a certaines qui ont une intégration dans une initiative data entreprise plus globale, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, comme BPCE par exemple, qui a un data warehouse pour les 100 000 collaborateurs dans 30 entreprises. Toi, tu conseilles quoi? Enfin voilà, quelles sont un petit peu tes réflexions par rapport à ces différents types d'architecture que tu as pu découvrir? Ouais, bah, moi, ça va surprendre personne autour de la table, mais la donnée, je la vois comme un patrimoine d'entreprise. Non. Si. Et j'inclus la donnée RH dedans. Et donc, vous allez dire, ouais, super, enfin un RH qui est allié dans le discours. Euh, et donc, moi, je pousserai toujours les DRH à s'inscrire dans ces postures voilà, de données patrimoine d'entreprise, de partage de la donnée et de valorisation de la donnée à l'échelle de l'entreprise. Ensuite, il y a un sujet qui est très, très culturel, c'est que la fonction RH a vraiment une crainte de partager ces données. J'ai eu énormément d'échanges avec des DRH qui disaient, ah, on va quand même pas mettre l'IT dans la boucle, imaginez s'ils consultent les données, etc. Donc il y a un Ouais, vrai, ouais. voilà, il y a un vrai sujet de crainte, le sentiment d'avoir sous la main, et à juste titre, hein, quelque part, une donnée qui est particulièrement, j'allais dire, sensible. Au sens de la CNIL, elle n'est pas sensible, la donnée RH, mais elle Mm, est hautement personnelle. Et donc une donnée hautement personnelle, un petit peu touchy, etc. Et donc, bah, le besoin de mettre une espèce de cloche sur cette donnée, de la scinder, de l'isoler, de sorte à ce qu'elle soit manipulable par le moins de personnes possible. Euh, et donc, bah, dans ce cadre-là, ce qu'il faut faire pour assurer un RH, c'est bah, déjà lui expliquer techniquement ce qui va se passer. Et vous savez tous hein, qu'on peut manipuler de la donnée sans avoir accès aux données à proprement parler. On peut manipuler des entêtes, etc., sans Et avoir lui accès à ne le tous sait les pas enregistrements. forcément, comme tu Mais lui, dis. il ne sait pas forcément. Exactement. Euh, le contrôle des données, merci Alain, c'est aussi un jeu de pouvoir, hein. Et il y a des jeux politiques hein, qui sont vraiment associés aux données. Et ça, j'ai pu l'observer chez des clients. Et puis un sujet aussi de confiance, hein, tout simplement. De montrer au-delà de l'aspect technique, hein, montrer que le CDO, il manipule d'autres données qui peuvent être tout aussi touchy par moment. Si on va chercher dans le patrimoine de données clients, les données confidentielles, les données stratégiques, etc. Et donc, en fait, Faut le être rassurer. capable de ouais, rassurer et puis de poser derrière les politiques d'habilitation au bon niveau. C'est-à-dire, Mm, effectivement, le dev de la DSI n'a pas besoin d'avoir accès au salaire du DG. Ça, je pense que c'est tout le monde autour de la table est d'accord sur le sujet. Mais est-ce qu'il mm. peut avoir accès, j'en sais rien, à des calculs de moyenne de salaire, ce genre de choses? Poser les règles, en fait. Très bien. Alors, on va revenir dans le détail justement sur tous ces arguments qui peuvent potentiellement rassurer notre DRH. Mais si on continue un petit peu à gratter dans les différents échanges et interviews que tu as pu faire, ben, tu as pu interviewer L'Oréal aussi, que tu as un petit peu identifié comme étant particulièrement mature sur tous ces sujets. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme bonne pratique concrète pour nos Chief Data Officers de ce que tu as pu voir chez L'Oréal, par exemple? Alors chez L'Oréal, c'est intéressant parce que le témoin de L'Oréal a vraiment construit la fonction Data RH from scratch, après avoir construit la fonction Learning d'ailleurs. Et donc c'est vraiment un bâtisseur, ce monsieur. Déjà, la data chez L'Oréal, c'est une initiative d'entreprise. Mhm. C'est-à-dire le DG dit à toutes les directions, la data, c'est un patrimoine d'entreprise. Et donc, il faut que vous vous mettiez en ordre. C'est un sujet qui est lead plus du côté de la DSI, avec leur stream data. Et ils ont des référents dans chacun des métiers. Et donc, mon témoin est le référent côté data.
Ça montre déjà le sponsorship très fort, à très haut niveau, et l'organisation qui est posée autour. Mm, Ensuite, ils se sont dotés d'outils hyper avancés, hein. Ils ont Snowflake, ils utilisent du GCP, ils ont Databricks, et donc voilà, ils ont des outils qui sont vraiment des outils à l'état de l'art de la data aujourd'hui. Et donc mon témoin, quand il a construit son équipe, il a commencé par se poser la question de quoi je vais avoir besoin en premier. Si mes souvenirs sont bons, il a recruté un un quality lead en premier. En Ça, c'est intéressant. ouais, ouais, en partant du principe que si la donnée n'était pas de qualité, personne n'aurait confiance. Et donc, en fait, ce serait partir avec un boulet au pied. Et donc, Mhm. premier sujet, c'est OK, je veux que toute ma donnée soit de qualité. Et après, ils ont la capacité, eux, à commencer à build des premiers sujets ou à leur demander à la DSI de build pour eux. Mais un quality lead, et quality lead, ça veut aussi dire une expertise métier. Parce que la qualité de la donnée, c'est fondamentalement métier. On Oui, peut ceux avoir qui des la contre. définissent, ceux qui savent si elle est de qualité ou pas, ou adaptée aux usages ensuite, ben, ça va être les métiers. Hmm. Très juste. Et voilà, on peut, pour dépasser ces contrôles simplement logiques de est-ce que la donnée est complète, etc., est-ce qu'elle est bien formatée, etc. Et tu me racontais aussi en préparant cet échange que sa philosophie sur le recrutement, on se permet, hein, on a pioché comme ça des petites pépites à droite à gauche, rien que pour vous. Euh, il a une technique de recrutement qui est vraiment une technique de RH, parce que c'est intéressant quand on regarde un RH recruté, donc il a Mhm. normalement un petit peu au top des bonnes pratiques. Tu nous racontes Mhm. comment il faisait, comment il Ouais, l'a tout à fait? fait. Tout à fait. Et en fait, pour dérouler, il a commencé par le quality lead, il a ensuite pris des product owners pour une approche data product, ensuite des data analysts qui vont exploiter les data products, etc. Et en fait, fondamentalement, quand il faisait l'observation de tous ces recrutements, il se disait, je ne pourrais pas trouver une personne qui sera à la fois RH, à la fois data, à la fois L'Oréal. Et donc, son parti pris, c'était de dire, je vais chercher la compétence critique là où elle est. Et donc, quand il voulait les experts data analyst, par exemple, il voulait quelqu'un qui soit très très fin sur le métier RH, qui connaisse les problématiques. Et donc, il se dit, OK, je vais recruter quelqu'un qui est vraiment très très fin sur le métier et je vais le former sur tout le reste. Parce que c'est ça ma compétence critique, c'est le métier RH. Et Donc, donc, dans son identifier la approche, compétence. Ouais. Et voilà, ensuite Dans enrichir le profil d'autres compétences. En c'est plus, exactement comme ça. vu comment tout cela va tellement vite, hein, enfin, voilà, cette capacité à monter en compétence sur des nouveaux sujets régulièrement, de toute façon, ça fera partie de l'ADN un petit peu de tous les profils. En tout cas, ça, il va Mhm. falloir. Tout à fait. Je te propose maintenant qu'on tourne un petit peu le sujet, on change un petit peu d'angle. Pourquoi Chief Data Officer et DRH ne se parlent pas? Puisque, comme on le disait en introduction, le DRH, il détient des leviers que les Chief Data Officers rêvent d'activer, les référentiels de compétences, les entretiens annuels, l'officialisation des rôles data. Je crois que j'ai pas un échange avec un client qui ne me parle pas de «Ah ouais, mais c'est qu'une casquette, du fait c'est compliqué, il n'y a pas le temps qui est donné, etc.» hein, je suis sûre que ça résonne pour vous. Et pourtant, comme on le disait, il est souvent l'un des derniers à être embarqué. Alors, comment est-ce que tu expliques ça? Euh, mais je pense que c'est une rencontre qui se fait pas, hein. D'un côté, on a des DRH qui déjà sont débordés. Il y a énormément de choses à gérer aujourd'hui, hein. Il y a des organisations, il y a un quotidien qui est très lourd, il y a une ambiance sociale aussi, hein, qui est assez pesante. Et donc, voilà, votre DRH partez du principe qu'aujourd'hui, il est débordé. Ensuite, le DRH, on l'a dit un petit peu, il comprend pas vraiment ce qui se passe côté data. C'est vraiment pas son univers, c'est vraiment pas son monde. Et donc, il n'aura pas le réflexe de faire l'effort, de poser les questions, ou alors il sera déjà un petit peu curieux. Mm, mm, mm. Et puis de l'autre côté du miroir, je pose la question, est-ce que les CDO ont vraiment le réflexe d'aller voir les DRH pour leur demander s'ils ont besoin d'aide? Bah, je vous pose la question, hein, parce que Dites-nous un petit peu dans le chat, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes déjà allé voir votre DRH pour lui poser la question? Est-ce que tu as besoin d'aide? Surtout que ça peut être super utile quand même, hein, la data sur les sujets RH, hein, ouais, quand surtout même. que si on prend un peu de hauteur, hein, la data RH, Fleur triche un peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, Trop bien. d'accord. Et en fait, si on prend un peu de hauteur sur la donnée RH, basiquement, la donnée RH, c'est la donnée des gens qui sont dans l'entreprise. C'est hyper central. Savoir quel Oui, clair. collaborateur est présent, quel collaborateur est sur quel poste, dans des opérations dans l'industrie, quel est son rythme de travail, etc. Ça alimente l'entreprise. Même dans le service, hein, la donnée collaborateur, elle alimente l'annuaire d'entreprise. Et souvent, c'est celle qui est en lien avec l'Active Directory. Et donc, c'est une donnée qui fondamentalement est hyper structurante pour l'entreprise.
Elle est très business en fait. Elle est Mhm, finalement très très ouais, très très connectée. Elle n'est pas juste support, elle est vraiment extrêmement connectée au business. mhm, tout à fait. Tu dans l'échange préparatoire, tu m'as parlé des skill-based organization. Est-ce que tu peux nous Mhm. raconter un petit peu ce que c'est? C'est le mot qu'il Oui. faut réussir à placer ce soir pendant le prochain dîner que vous avez. Enfin, en tout cas, moi, j'essaierai. Oui, skill-based organization, c'est une façon de penser l'organisation par la compétence. Et donc, c'est vraiment un phénomène qu'on pourrait qualifier de mode aujourd'hui dans l'univers RH. Et en fait, pourquoi on a souhaité vous en parler avec Florence? Parce que c'est fondamentalement un chantier data. Euh, Ah, opportunité. opportunité exactement. En fait, si on parle de skill-based organization, on parle de référentiel de compétences. Quand on parle de référentiel, normalement, c'est censé vous faire tilt, un CDO. On parle d'une donnée qui doit être gouvernée. Et fondamentalement, aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui essayent de faire de la skill-based organization qui ont du mal, parce qu'elles partent du principe que la compétence, déjà, c'est OK, c'est leur matière, et donc elles vont réussir à la mobiliser, peut-être. Ensuite, elles utilisent des outils qui font de l'inférence automatique. Euh, et, euh, et comment dire, je suis en train de voir les messages, en plus, il y en a des super Ouais. intéressants, et du coup, je perds un peu le fil, désolé. On va Euh, rebondir. La skill-based ouais. organization. Oui, donc ces référentiels qui ont besoin d'être gouvernés, des RH qui se disent, OK, bah, ça va être simple, on va juste créer un petit référentiel, on va faire de l'inférence avec de l'IA et le référentiel va tourner tout seul. Sauf que vous, CDO, qui faites de la data gouv, vous savez bien qu'un référentiel, ça se construit pas si facilement et ça se maintient pas si facilement. Et donc, être capable de proposer à un RH une organisation, en plus, vous avez le lien avec plusieurs métiers déjà, une organisation où il y a des référents qui sont capables de dire la compétence importante, c'est celle-ci, je sais comment la mettre à jour, je sais comment rester en veille là-dessus. En fait, il y a une opportunité vraiment énorme de créer une collaboration avec votre DRH aujourd'hui autour de ce sujet. Ça, c'est vachement intéressant parce que même pour rebondir par rapport aux messages aussi que vous mettez dans le chat, vous avez raison, hein, les RH, ils ont clairement un rôle à jouer aussi dans la transformation data et IA, mais comme des fois, ils n'ont même pas conscience de tout ce qu'il y a derrière, peut-être que commencer en lui proposant un café pour parler, tiens, est-ce que vous êtes en ce moment en train de mettre en place une skill-based organization ou pas? En gros, lancer la conversation et du fait lui permettre de se rendre compte que la data, à lui, déjà, elle peut lui apporter quelque chose, c'est aussi un premier pas pour commencer à le mettre dans votre poche peut-être, et du fait après avoir plus de facilité pour l'embarquer lui aussi et le rendre plus acteur de cette transformation de data IA. Hein, c'est ce qu'on se rend compte, hein, c'est un peu comme, je vois un petit peu le parallèle aussi avec les équipes communication. Dans cette partie transfo, on ne pense pas toujours à mettre la com dès le départ dans les sujets. Et le fait de lui apporter quelque chose avant de lui demander quelque chose, ça peut aider aussi à lancer la conversation. Mhm. Donc voilà, petit Ouais, tout à fait. café à se noter dans la to-do list pour cette semaine. Invité à la machine à café, monsieur le DRH, pour parler de skill-based organization. C'est intéressant ce que tu disais avec l'histoire du référentiel de métier et que finalement, évidemment, ça fait tilt pour les CDO. Quelque part, c'est drôle, il y a un peu des parallèles entre Chief Data Officer et DRH. Ils sont transverses tous les deux, fonction support et en même temps super stratégique tous les deux. Non, en fait, il y a pas mal de parallèles entre les deux profils. Ça aussi, ça peut être un moyen de lancer la discussion avec son DRH. Il y a beaucoup de parallèles effectivement entre les deux. Les deux sont finalement une posture de support, de soutien de l'organisation, l'un sur le plan humain, l'autre sur le plan data. Et finalement, ils s'enrichissent mutuellement. Je pense que en retirant un petit peu le voile qu'il peut y avoir, l'un sur le côté RH un petit peu abstrait et l'autre sur le côté data un petit peu compliqué, si on retire ce voile, finalement, je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux rôles. Et comme tu disais, des belles discussions à avoir. Mm. Super intéressant, hein, les messages qu'on a dans le chat. Candidat égale prospect, le recrutement devient comme l'acquisition client en retail. C'est vraiment ce Mhm. côté symétrie des attentions aussi. En fait, on retrouve voilà, la symétrie entre les deux. Donc, c'est vrai que c'est. Et c'est peut-être aussi tous. En fait, là, je pense que vous êtes aussi en train d'identifier tous des angles de sujets de conversation que vous pouvez avoir avec votre chief data Mhm. officer avant de lui dire j'ai besoin de toi, comment est-ce qu'on fait pour que mes data owners, ça soit écrit dans leur feuille de poste direct? Ça peut être des points d'entrée
euh, puisque comme tu le disais tout à l'heure, le sujet de la confiance, il est super important. Alors justement, on ouvre Mm. un nouveau petit chapitre dans notre échange. Comment est-ce qu'on peut réussir à créer l'envie chez le DRH? Parce que concrètement, pour un Chief Data Officer qui a envie d'embarquer son DRH, pas le contraindre, on est d'accord, hein, parce qu'il a évidemment pas les moyens, mais plutôt créer l'envie. Par où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qui va accrocher un DRH et qu'est-ce qui va le faire fuir au contraire? Tu Mm. conseillerais quoi à nos acteurs data autour de la table? Et le premier conseil, et j'ai déjà commencé à l'évoquer un petit peu, c'est de lui donner confiance. Euh, voilà, la donnée RH est touchy, les jeux de données, on n'a pas envie de les partager, que ce soit pour des raisons de confidentialité, et ça a été évoqué aussi un peu des raisons politiques parfois. Euh, mais donner confiance dans le fait que la donnée, elle sera traitée de façon sécurisée, de façon confidentielle, et démontrer véritablement parce que votre DRH n'imagine pas ce que les outils data permettent de faire aujourd'hui quant à la confidentialité et à la sécurité. Et il s'imagine que si elle est bien à l'abri et au chaud dans son SIRH, il n'y a pas de risque. Alors que parfois, les SIRH ont de nombreuses failles aussi, hein. Et donc, on l'a évoqué, hein, déjà, ça peut être de faire signer un NDA aux équipes data qui vont bosser sur la RH. C'est une façon de garantir la confiance, qui est un petit peu légale, mais qui peut rassurer votre DRH, s'il a une approche un peu contractuelle des choses. Présenter le fait qu'il n'y a pas d'accès aux données nominatives, et éventuellement anonymiser toutes les données quand elles sont manipulées par les équipes data. Montrer toutes les garanties qui peuvent être mises en œuvre, de sécurité, le fait que ce soit scindé, la gestion des habilitations, etc. Montrer la rigueur des équipes, le fait que vous travaillez éventuellement sur d'autres projets avec des données parfois plus sensibles peut-être que la donnée RH. Et puis peut-être même isoler, hein, dire il n'y a que deux, trois personnes dans l'équipe qui auront vraiment accès à ces données, qui manipuleront, et ça va être eux. Et c'est vraiment la crème de l'équipe data qu'on vous a choisi, quoi. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est-à-dire donner confiance, ça permet simplement d'ouvrir la discussion. Ce que je trouve très intéressant déjà dans ces arguments, c'est que pour vous, c'est des évidences voilà, qui est autour de la table parce que vous le savez, mais c'est vrai qu'en face de vous, vous avez peut-être un profil, et même très sûrement, qui n'est pas au courant de tous ces garde-fous. Et c'est vrai que le simple fait de se dire, je commence la discussion en rassurant, et mon objectif avant tout, c'est de me dire que, enfin, c'est hein, toujours ce fameux système un peu d'empathie, quoi. Je me doute qu'il doit arriver avec des appréhensions et je vais dès le départ essayer de le rassurer sur le fait que ben, voilà, tout est mis en œuvre pour optimiser la confiance. C'est vrai que je trouve que c'est un bon tips, point de départ de discussion. Mm. Mais donner confiance, on en discutait dans l'échange préparatoire, c'est aussi démontrer la valeur, non? Mm. Ça va valoir le coup. Oui, parce qu'une fois que vous avez réussi à rassurer et à mettre à l'aise votre DRH, finalement, tout le sujet, ça va être d'être capable de répondre à ces pains. Et aujourd'hui, le vrai pain du DRH, c'est d'arriver à se positionner en tant qu'acteur stratégique dans l'entreprise. Et tout le sujet pour se positionner en tant qu'acteur stratégique, c'est vraiment réussir à démontrer son impact. Et pour démontrer son impact business, il a besoin de mesurer un ROI, il a besoin de mesurer l'efficacité de ses politiques et de ses stratégies. Et donc c'est là où vous pouvez intervenir, de dire, moi je vais te centraliser ta donnée, et puis au lieu de ton éternel dashboard sur l'absentéisme, je vais te faire un lien avec les données du business pour te montrer une corrélation entre, j'en sais rien, l'absentéisme et puis le chiffre d'affaires d'une BU, par exemple. Et donc, tu seras capable de dire, là, tu as mis en place une politique qui vise à réduire l'absentéisme. On a mesuré ensemble l'impact sur le business. Et donc, c'est avec ce type d'argument où vous allez embarquer votre DRH parce que nous, DRH, même en formation initiale, hein, le premier truc qu'on nous apprend, c'est il faut se battre pour être au COMEX, en fait, en tant que DRH. Et pour être au COMEX, il faut démontrer l'impact. Ça, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que souvent, le biais, c'est d'aller directement le voir en lui disant, tiens, c'est quoi tes KPI, etc. Mais pas de rappeler à quoi ça va servir. Alors que toi, tu dis, on angle en commençant par la finalité de l'échange qui est, euh, dis-moi, est-ce que ton objectif, c'est d'être au COMEX? Alors j'imagine que ton problème, c'est de réussir à démontrer ton impact. Oui? Mhm. Ok, eh ben, ça tombe bien, je peux t'aider là-dessus. Et du fait, on n'est pas directement sur la solution, enfin sur une solution qui pour vous en est une, mais parce que vous savez, hein, mais vous partez bien de son problème. En fait, je trouve que ce qui est intéressant de ce que tu nous dis, c'est l'ordre dans lequel interagir avec le DRH pour que, avant tout, il comprenne l'intérêt, la finalité que tu vas pouvoir lui apporter. Mhm.
Ouais, Ça, je... quand je fais des journées autour de la data, mesure de la performance avec les DRH, j'ai un exercice que je trouve assez intéressant, mais qui déroute les apprenants. Je leur demande de me partager leurs priorités stratégiques. Et donc, on a des trucs comme du talent acquisition, donc du recrutement, mieux recruter, faire du campus management, donc c'est-à-dire le lien avec les écoles, etc., etc. Et en fait, tout le monde dit la même chose. Et donc la feuille de route stratégique, si elle n'est pas différenciée et si elle n'est pas différenciante, c'est pas une feuille de route stratégique, en fait, c'est une to-do list de la fonction RH. Et ensuite, je leur présente une roue de critères de performance où vous avez la qualité, la vitesse, le coût, etc., etc. Et je leur demande de positionner leur feuille de route stratégique suivant ces critères, où en gros, il y a 5 composantes et ils n'ont que 10 points. Et ils le mettent sur une échelle de 1 à 3. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas assez de points pour dire tout est important. Et là, on commence à avoir de la différenciation. Et donc, le message que moi, que je porte au DRH, c'est de dire, posez-vous vraiment la question de ce qui est important pour vous en termes de résultats, en termes de performance et non pas en termes de politique, parce que la politique, finalement, tout le monde a les mêmes leviers à Oui, tu activer. as raison. Voilà. Et donc, Ouais, ça veut c'est dire qu'en tant smart que, ça. voilà, et en tant que professionnel de la data, nous, notre question, c'est on mesure un temps, on mesure un coût, on mesure un nombre de personnes, on mesure une qualité, on mesure quoi? Voilà. Et être capable de challenger un DRH sur ces sujets, ça le fait aussi avancer. Ta roue, là, c'est un outil que tout le monde connaît, la roue dont tu parlais, les différents critères de Euh, je l'ai performance? cherché sur Internet, elle est pas forcément hyper disponible, mais c'est... Ouais. Je suis d'accord, Candice, ouais, on est preneuse du modèle. Tu crois que tu pourras nous trouver juste ouais, je vais vous trouver. Pour la petite tu, anecdote, c'était mon prof de logistique quand j'étais en master qui nous l'avait présenté, cette roue. bah, m'enverras le lien et moi je vous le mettrai dans le replay avec le lien et évidemment avec le lien du livre blanc d'Arnaud. Comme ça, vous aurez tout au même endroit. Moi, je trouve ça hyper intéressant comme approche aussi parce que là, pareil, tu rentres pas avec le KPI, mais tu démontres qu'avoir un KPI, ça priorise des leviers qui sont à la base des leviers que tout le monde a. Et du fait, ça rend aussi la stratégie unique. Et du fait, elle se raconte mieux aussi et elle démontre qu'elle est plus au service des particularités de l'entreprise et de l'organisation. Et tout ça, Elle est je plus trouve que ancrée dans le contexte de l'entreprise, ouais. c'est ça, exactement. En fait, la vraie différence, c'est ça. C'est que le choix des critères et, comme tu dis, de la notation de 1 sur 10 sera différente en fonction de l'organisation parce que du fait, ça démontre que la stratégie est sur mesure par rapport. Enfin voilà, du fait, et ça se raconte beaucoup mieux en termes d'histoire. C'est Ouais. top, j'adore l'idée. Tu m'avais pas raconté ça pendant l'échange préparatoire, tu me gardes même des Non. pépites en Et live. ouais, j'en ai gardé sous le pied, ouais. Merci Arnaud. Allez, on continue. Euh, on me disait, ouais, il y a l'IA aussi qui est arrivée dans tout ça. Et ça, quand même, c'est quand même un sacré perturbateur ou booster accélérateur. Qu'est-ce que Mhm. l'IA, elle va changer dans la relation data RH? Et est-ce que tu as peut-être un cas d'usage qui t'aurait particulièrement frappé? Mhm. Alors, déjà, l'IA, avant l'IA générative en RH, il y avait quasiment rien. On a eu pas mal de discours, pas mal d'articles autour du big data RH, etc. Mais ça montre encore une fois que les RH comprennent pas ce que c'est, parce que parler de big data RH, c'est un non-sens en réalité. Mm. L'IA générative, l'IA discriminative, pardon, de la même façon, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques expérimentations, mais voilà. Arrive l'IA générative, et alors là, il y a une vraie explosion. J'ai retrouvé le chiffre exact. Un Parlons RH, qui est un média RH très connu, a fait une enquête, un baromètre de l'IA RH. 83% des RH ont utilisé une IA générative et c'était en 2025, donc fin Ouais, 2025. pas mal, hein. Autant dire quasiment tout le monde. Mm. Euh, et en fait, pourquoi ce constat? Moi, j'ai l'habitude de dire que en fait, les RH, ils aiment bien l'IA générative parce qu'elle est aussi imprécise qu'eux. Euh, J'adore cette phrase, ça on la garde, hein, Et Citation. souvent, quand je dis ça, je me fais huer par des hordes de RH, mais en fait, j'ai des arguments derrière, hein, bien entendu. J'espère, vas-y, argumente. En fait, l'IA générative, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est basé sur des modèles de langage, notamment pour les LLM. Et en fait, c'est la première fois qu'on a des technologies qui sont vraiment au service de ce que font les RH, à savoir écrire, communiquer, avoir la bonne formulation, etc. Et donc, tous les cas d'usage que ça vient servir, c'est préparer des plans de formation, c'est préparer des mails un peu touchy, hein, quand on doit communiquer à quelqu'un, lui faire un récap d'une sanction, etc. Et donc, on est vraiment au cœur de tout ce que font les RH dans leur quotidien, alors que jusque-là, il n'y avait pas de quantification qui justifiait qu'il y ait des grands modèles de clustering, ce genre de choses. Oui.
Et donc, ça marche super bien. Et donc, les gros cas d'usage qu'on retrouve aujourd'hui, il y a le fameux chatbot qui existait déjà il y a 10 ans avec des règles plus explicites, avec des arbres de décision, mais l'IA générative a vraiment boosté ce cas d'usage avec les architectures RAG, etc. Tout le point, bah, c'est d'avoir des réponses qui soient fiables, parce que cette fois-ci, on maîtrise un petit peu moins les réponses que la fois précédente, et puis Et c'est les aussi IA. imprécis que eux, comme tu dis, donc Ouais, ouais, c'est ça. Tout le sujet étant que la base de connaissances qu'on met dans un chatbot, si le chatbot répond ça risque d'être réputé comme ouais. faisant office de loi, quoi. Et Mm. donc, c'est facile à hacker en plus, hein, les chatbots basés sur les LLM. Donc ça, il y a le screening de CV. Et dans le process de recrutement, globalement, l'IA, c'est assez mature, hein. Depuis la précale. Et moi, je connais quelqu'un qui a développé une solution qui fait de la préqualification automatique. D'habitude, je fais la démo, mais sur le format webinaire, c'est pas idéal. Et en gros, le process, le use case, c'est vous poussez votre offre d'emploi dans l'outil. Il va inférer les questions qui semblent intéressantes, proposer donc une grille d'entretien avec des critères associés. Vous pouvez pondérer d'ailleurs ces critères et ensuite vous poussez la liste de vos candidats avec leur numéro de téléphone et il y a une IA qui concrètement va les appeler et leur poser les questions. Dingue. C'est vraiment de la précale automatisée et les questions, c'est de l'ordre, voilà, vous habitez bien en région parisienne, parlez-moi un peu de vos expériences relatives au commerce, est-ce que cette grille de salaire vous convient? Donc vraiment des questions de préqualification basiques et donc assez puissant. Et vous voyez qu'ici, là, on est sur la précale, mais en fait, tout le process de recrutement fonctionne super bien. Et le typique de vous pousser le CV, vous poussez l'offre d'emploi, et puis vous avez une grille d'entretien, même en tant que manager, hein. Moi, je l'ai fait pour recruter. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'avoir des questions qui parfois sont bien meilleures que celles que j'aurais trouvées tout seul. Et ça permet aussi d'objectiver un peu l'entretien. Oui, c'est vrai. Super. Autre petit angle de vue sur le sujet de l'IA. Comment est-ce que tu perçois, comment les RH perçoivent l'IA aujourd'hui, tous ces enjeux IA, qu'est-ce que tu perçois comme frein peut-être de leur côté? Mais il y a, en fait, comme souvent, il y a un peu deux mondes. Très juste, Lucas. Bah, je réponds à la question de Lucas parce qu'elle est vraiment en lien avec Bien sûr, ça. bien sûr. Quid de l'IACT? Très juste. Donc, premier point, je pense que tu fais écho, c'est homogène, hein, le cas d'usage qui fait la précale automatique. Euh, donc, sur l'IACT, toutes ces activités de recrutement sont définies comme risques importants. Et donc, ça liste un certain nombre de mesures à mettre en œuvre. Et toutes les mesures à mettre en œuvre, qui sont la qualité des données, qui sont le contrôle par un humain, qui sont la traçabilité, etc., sont incluses dans l'outil. Et la posture de la plupart des RH dans ces cas d'usage et des providers, parce que la responsabilité est sur les providers dans le cadre de l'IACT, c'est vraiment d'offrir cette sécurité. Parce que, encore une fois, et ça je le communique lorsque je fais des formations à l'IA, en tant que RH, si on prend un peu de hauteur, on prend de la décision sur comment va vivre un foyer concrètement. Si tu as une Mm. augmentation, si tu as une promotion, si tu es recruté, derrière, c'est des familles qui tirent leurs revenus de ce travail. Et donc, bah, il faut le prendre au sérieux. Et c'est la philosophie de l'IACT derrière cette classification. Et c'est la philosophie de beaucoup d'éditeurs sur le sujet. Et ben voilà, Lucas a eu sa réponse. Revenons à ma question. Comment perçoivent pour toi les DRH tous ces enjeux IA? Comment est-ce qu'ils le perçoivent? Est-ce Mm, qu'ils ont des freins? Tu disais, il y a un peu deux grandes familles, deux mm. catégories. Ouais, il y a deux grandes familles. Il y a les enthousiastes technophiles, euh, qui sont vraiment, eux, en posture de c'est super intéressant, on va multiplier les cas d'usage. Et j'ai eu la chance de travailler avec des clients qui étaient dans cette posture-là. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus réticents. Et moi, j'ai tendance à dire que le DRH qui se pose trop la question de ce que l'IA peut faire pour lui se trompe. Parce que la vraie question, c'est comment, en tant que DRH, j'arrive à accompagner la transformation que l'IA induit. Et donc, moi, j'ai la chance de faire beaucoup de travaux qui sont liés à l'impact de l'IA sur les métiers, sur les compétences, sur comment on apprend, les trajectoires de carrière à l'ère de l'IA, etc. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est le vrai sujet que les DRH dont les DRH doivent s'emparer aujourd'hui. Derrière les cas d'usage, les éditeurs, ils vont les implémenter, il y a pas de sujet, ou alors vous faites du Claude, du chat GPT en productivité personnelle. Mais le vrai sujet, c'est
comment les organisations vont se transformer à l'ère de l'IA. Et on reparlait un peu de skill-based organization, par exemple, le fait d'avoir une vue concrète de quelles sont les compétences, quels sont les besoins de l'entreprise. Donc, workforce planning, c'est un autre terme que vous pouvez sortir en dîner avec votre DRH, il va apprécier une approche très data encore, hein, du workforce planning. Ces approches-là, enrichies par la data et alimentées par le contexte de l'IA, c'est là où on fait de la vraie transformation en tant que RH. C'est vachement. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ta manière de réfléchir. À chaque fois, je m'accroche à tes idées. Donc, ouais, comme tu dis, l'objectif, c'est pas qu'est-ce que l'IA va pouvoir m'apporter, mais comment est-ce Mm, que moi, je peux accompagner cette transformation. En gros, ce que tu veux mm. dire par là, c'est que ça sert à rien de. Comme tu dis, les cas d'usage, ils seront de toute façon, ils vont être inventés devant nous à toute vitesse et il y en aura Mm. plein. Et ça, Et on les et trouvera il y a une armée de toujours. commerciaux qui saura les présenter, donc il n'y a pas C'est besoin d'aller ça. les Donc, à la chercher. limite, voilà, l'effort, par contre, qu'on peut faire, qui est plutôt dans le contexte spécifique de mon organisation, avec la culture, avec les profils de collaborateurs, Mhm. comment est-ce que moi, je peux devenir acteur de cette transformation? Ouais, C'est ça. exactement. Et un exemple tout bête, j'ai construit un guide méthode pour analyser l'impact de l'IA, donc de cas d'usage déployés en entreprise, sur les métiers et les compétences. Donc très concrètement, on est sur une grosse boîte de l'industrie. Euh, il déploie un cas d'usage, admettons, pour automatiser la rédaction de la documentation technique. OK, quel impact ça va avoir sur l'équipe qui s'occupait de faire la documentation technique jusque-là? Et 40% de la méthode que j'ai développée, c'est de produire de la donnée, à savoir quelles sont les activités que les gens font, comment elles sont organisées en termes de processus, et quelles sont les activités que les gens vont faire après le développement du cas d'usage. Donc, vous voyez, en fait, la moitié du travail avant même l'analyse, c'est raffiner la donnée, avoir une donnée qui soit propre. Et Mhm. ensuite, on se pose la question de comment les responsabilités sont redistribuées, quelles sont les compétences qui émergent, celles qui disparaissent, etc. Donc là, on voit vraiment un travail en binôme qu'on peut imaginer entre Chief Data Officer et DRH, et Et on pas l'a dans fait une avec approche le micro. CDO de la boîte, ouais. Ouais. Tout à fait. Et pas dans une approche micro, mais vraiment dans une approche d'accompagnement de la transformation globale, quoi. Et chacun avec Tout son à fait. expertise Ouais, tout à complémentaire. fait, tout à fait. Oh Et ça là vient là, alimenter aujourd'hui la démarche projet de IA de l'entreprise. Parce que bah quand ouais. ils font des use cases, maintenant, c'est une des étapes incontournables dans les phases de fin de qualification, c'est d'anticiper l'impact du use case sur leur métier. Ça veut dire Chief Data Officer acteur data qui est avec nous aujourd'hui, quand il y a un cas d'usage qui est déployé auprès d'une équipe métier, quelle qu'elle soit, pourquoi pas proposer aussi au DRH de boire un café pour en Mhm. discuter avec lui, pour lancer le sujet de est-ce que ça serait pas intéressant de réfléchir à l'impact que ça va avoir pour les équipes commerciales, d'avoir etc., du fait de les impliquer aussi dans cette transformation. Et là, on revient à notre sujet que j'adore, puisque notre DRH, il a un peu cette posture double, à la fois acteur de la transformation data de l'entreprise et acteur de sa propre transformation. Il y a vraiment des jeux de levier à faire entre les deux qui sont vachement intéressants, Mhm. hein. Comment tu vois ça, justement, ce côté bicéphale, bi-enjeu de notre DRH? Bah, sur le côté bicéphale, souvent tendance à dire que c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Sur la transformation. C'est-à-dire qu'on demande d'opérer la transformation de l'entreprise, mais on n'a pas forcément le temps et les moyens d'opérer notre propre transformation. Hmm. Euh, Si on vient plus spécifiquement sur la partie data, euh, ce que je développe notamment dans le livre blanc, c'est une double lecture de la culture data. Il y a un sujet à la fois individuel, développer la littératie de chacun des collaborateurs RH qui soit capable de mieux manipuler la donnée, d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Et là, je pense que les CDO ont un rôle de participer à créer ce contenu et participer à créer cette culture individuelle et une culture collective, c'est-à-dire que ce soit vraiment dans les rituels, dans les routines de la fonction, de se poser la question, OK, bah, vous avez fait une analyse de données, qu'est-ce que ça raconte, etc., et que ce soit vraiment un réflexe. Côté culture individuelle, si j'y reviens, la data RH, elle est souvent portée par des geeks qui sont un petit peu isolés dans la fonction, Comme dont j'ai toi, pu c'est faire ça? partie. Là, dont j'ai pu faire partie, tout à fait. Et en fait, c'est la réalité, hein. Et le geek, il n'est pas forcément localisé dans l'équipe SIRH rattachée au DRH Group, etc. Moi, quand j'ai développé mes petits trucs, j'étais un RH local le plus bas possible, le plus éloigné possible de la direction groupe. Et donc ça, c'est un conseil pour les CDO. Essayez de repérer les geeks, ceux qui font des propositions, Ceux ceux qui qui ont des sont un peu moustaches ou curieux. pas? Ou Ils peuvent des avoir des guitares dans moustaches. leur... Ouais, ils peuvent aussi avoir des couettes, hein. Ils peuvent aussi avoir des couettes.
Une bonne façon de les repérer, c'est d'essayer de capter ceux qui sont curieux, qui demandent des outils qu'on n'a pas l'habitude de demander, ceux qui ont installé un environnement Python, voilà, ceux qui ont des logs sur des notebooks, voilà. Euh, c'est Les souvent ceux qui, audacieux. voilà, les audacieux, ceux qui sont présents lorsque vous faites des calls data, alors qu'a priori, il n'y a personne de la fonction RH qui comprend ce que vous racontez. Là, ces profils-là, il faut les identifier, il faut les valoriser et en faire des alliés parce qu'ils vous aideront à rentrer dans la fonction RH. Très bien, super. Allez, Hmm. encore un café à organiser, ça en fait des cafés, hein. Encore. Dis-moi, on arrive tout doucement à la fin de notre échange, on va prendre un tout petit peu de Ouais. hauteur. Globalement, maintenant, selon toi, qu'est-ce qui distingue vraiment les organisations les plus matures que tu as pu analyser? Inspire-nous un petit peu. Pour toi, ça se tient autour de quoi comme enjeux Hmm. principaux? Mais alors, déjà, il y a un signal qui est fort, on l'a évoqué, hein, c'est la façon dont on perçoit la donnée en tant que patrimoine d'entreprise. Ça, c'est vraiment voilà, un différenciant énorme. Et ensuite, j'ai une réponse data, parce que je vous ai dit que j'avais fait ce questionnaire de maturité. Et donc, j'ai analysé finalement les composantes principales de ceux qui sont les plus matures et de ceux qui sont moins matures. Et Le qu'a dit la premier, data? Qu'a dit la qu'a dit la data, Arnaud? data? Exactement. Exactement. C'est l'intitulé de ces blocs où j'analyse les questionnaires. Le premier bloc, c'est la stratégie. Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a des moyens qui sont alloués? Est-ce que la vision, elle est claire, elle est partagée, etc. Et le deuxième, c'est un volet plus automatisation, que j'ai appelé automatisation. Et dedans, je mets est-ce que les processus sont bien interconnectés? Est-ce qu'ils sont fluides? Est-ce que les outils vont servir ça? Et finalement, ce sont vraiment ces deux volets qui, non pas tirent la maturité, mais font la différence le plus entre les entreprises qui sont très matures et celles qui le sont moins. Stratégie et automatisation. Et derrière automatisation, on pourrait finalement dire process, et quelque part, c'est la professionnalisation des opérations RH par la technologie, quelque part. Ouais, posé, aligné, et voilà, assez process robuste. Ouais, c'est ça. Euh, alors dis-moi, allez, on synthétise, on synthétise, on synthétise. Là, tous nos copains qui sont autour de la table avec nous, s'ils veulent passer à l'action dès demain, par quoi est-ce qu'ils commencent? Mm, Par des cafés, non? J'ai l'impression, hein. par des cafés ou par des thés, hein, c'est permis. Euh, ouais, si je devais apporter enfin, une proposition, déjà, c'est comprendre le métier. Comprendre le métier RH comprendre le métier dans ses paradoxes, dans le fait qu'on a compris que la donnée RH était essentielle, mais il n'y a pas envie de la partager, Ouais. qu'on est acteur de la transformation, mais pas forcément les moyens de faire sa propre transformation. Donc, comprendre vraiment la culture de la fonction RH. Et puis, en fait, avoir en tête que les outils du CDO répondent pour beaucoup à des pains qui se présentent au RH aujourd'hui. Et que les RH, en fait, manquent de moyens, manquent de compréhension de ce qui est finalement votre métier de CDO. Et donc, ça passe par un café, mais ça passe aussi par aller chercher où est-ce qu'il peut y avoir des points de convergence. Et on vous a dit, par exemple, travailler sur des référentiels de compétences, travailler sur des modèles de workforce planning, de GPEC, etc. Aller chercher ces opportunités qui vont faire briller le DRH. Renforcer, comment dire, vos Utilité. capacités, Ouais, renforcer votre utilité, renforcer vos moyens aussi, hein, parce que quand vous commencez à servir l'ensemble de l'entreprise, finalement, la légitimité du CDO, elle est renforcée bien sûr. aussi. Et puis le Et DRH, ça donc, reste un acteur quand même très important. Donc, s'il est votre sponsor aussi après, c'est plutôt chouette, hein. bien sûr, bien sûr. Et puis après, ça a été évoqué aussi, je crois, dans une question. C'est en fait le DRH, finalement, entre guillemets, hein, si vous avez la bonne, c'est aussi être capable de construire des plans de formation qui sont associés à la data, qui peuvent être poussés par le DRH à l'ensemble de l'organisation. C'est être capable d'entériner dans l'organisation, on l'a dit, des rôles hein, qui peuvent être associés. Et le DRH, il est assis sur l'organisation des rôles sur les process qui sont liés à l'évaluation, sur les process qui sont liés à la promotion, sur les process qui sont liés aux primes. Et donc, en fait, il a la main sur des choses qui sont assez costauds aussi. Soutenir une organisation data quand le DRH est dans la boucle, ça a un impact assez costaud aussi, quoi. Tout à fait. Tu sais, j'ai vu des entreprises particulièrement matures où il y avait même des primes justement qui avaient été négociées avec les DRH sur les enjeux de qualité des données. Donc pour te dire, bon, il y en a Mm, certains qui sont vraiment très tout à fait. avancés sur ces sujets-là. Super. Eh ben écoute, hein, je pense là qu'on a bien fait pas mal le tour du sujet. Maintenant, on attend avec grande impatience le 16 avril pour pouvoir profiter
de ton livre blanc. N'hésite pas à le remettre dans le chat. Yes. Si vous avez des questions, c'est le moment, chers amis, pendant que je fais tout doucement un petit peu mes petites réflexions personnelles sur le sujet. Mais voilà, si vous avez encore des questions, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Arnaud, hein, pour tous ces conseils. C'est à la fois très pratique, je trouve que tu as une réflexion, une manière de le formuler et de le storyteller aussi que je trouve hyper intéressante. En tout cas, moi, j'ai appris des tonnes de choses. J'avais identifié déjà Arnaud il y a plusieurs années, on avait fait une petite interview et là, je lui ai dit, mais il faut absolument qu'on fasse profiter de toutes tes pépites à la communauté qui suit Datalogie. Moi, ce que je retiens personnellement de cet échange, c'est qu'il y a vraiment des enjeux partagés entre nos deux copains, là, Chief Data Officer DRH. Il y a des combats communs, tiens, c'est dur à dire ça aussi, des frustrations communes, des leviers communs. Et voilà, donc si demain, vous n'allez pas inviter votre DRH ou votre Chief Data Officer à déjeuner, moi, c'est vraiment que j'ai rien compris à l'histoire, hein, je crois, c'est clair. Ce que je retiens aussi, une fois encore, c'est cette notion de confiance. C'est un mot que tu as repris plusieurs fois. Et puis qu'on retrouve tellement dans les sujets data, hein. Je crois que dans les échanges aussi que j'ai avec mes clients, le mot confiance, il revient extrêmement souvent. Confiance dans le fait que la donnée est entre de bonnes mains dans le système, confiance dans la valeur qu'on peut en tirer, confiance dans la relation entre les deux directions qui ont tout à gagner à travailler ensemble. Et c'est une notion qui est éminemment humaine, la confiance. Et c'est exactement là où, vous le savez, ben, nous, on adore intervenir chez Datalogy. Parce que derrière chaque transformation data, eh bien, il y a des femmes, des hommes à embarquer. Et nous, on les accompagne, ces directions de data, sur 4 leviers concrets. Alors, je ne sais pas si tu le savais, Arnaud, nous, on est convaincus que la transfo data, elle passe par 4 sujets. Un, la pédagogie, faire comprendre les enjeux. Deux, la communication, rendre visible ce que fait la direction data et créer ce dialogue avec les autres directions métiers, alors les RH, mais aussi les autres. Le change, parce qu'il faut réussir à installer des nouveaux réflexes et des nouveaux usages. Et voilà, il faut des techniques et il faut accompagner tout ça. Et le quatrième, c'est l'influence. Comment est-ce qu'on fait pour aider les Chief Data Officers à convaincre les bonnes parties prenantes dans le bon timing, hein, parce qu'il y a une sorte de personne aussi et de bon timing. Et voilà, ça c'est notre sujet à nous. Si vous avez envie qu'on en parle, ben, vous savez où me trouver, hein. Voilà, toujours présente également sur LinkedIn. Arnaud, eh ben, notre grand livre blanc de la data, il sort donc le 16 avril. On a super hâte de le découvrir, d'aller le télécharger. Merci pour le lien que tu as mis dans le chat. Et puis voilà, chers amis, j'ai envie de vous souhaiter une très très belle semaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Merci beaucoup. tous. Merci beaucoup, Arnaud. On reste connecté sur LinkedIn, hein. Je te suis prêt. Je ne vais pas te lâcher. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous. Avec plaisir. À bientôt. À Bye bientôt. Au bye. revoir.